Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, tout système économique se base sur un marché. Il y a donc des producteurs qui produisent quelque chose, qui offrent quelque chose, et des consommateurs qui demandent quelque chose. Pour qu'ils se mettent d'accord, il faut d'une part que cette offre corresponde à la demande, et d'autre part que le prix qui permet l'échange soit accepté par les deux parties. Ce prix, il peut être fixé d'un accord commun en amont du marché. C'est ce qu'on appelle une planification. Elle peut être publique ou sectorielle, comme par exemple dans la grande distribution, ou être le résultat d'une négociation sur le marché, la technique du marchandage, telle qu'elle se pratique par exemple dans la bourse. Si le prix est fixé par une institution en amont du marché, il faut à minima qu'il couvre les coûts de production. Ce prix permettra à l'entrepreneur de payer les salaires, les dividendes, les machines, de construire ses usines, ses entrepôts, etc. Ce prix peut être payé sous forme d'impôts, comme c'est le cas par exemple quand on veut financer l'école ou quand on veut construire des routes. Si c'est le marché qui fixe le prix, alors celui-ci devient fluctuant. Au départ, si le produit est une innovation et qu'elle plaît, les prix vont grimper très vite. Parce que, évidemment, la demande va être bien supérieure à l'offre. Mais cela ne dure qu'un temps. Les fabricants, attirés par le gain, vont se multiplier et ils vont augmenter la production, donc satisfaire l'offre. Le prix va alors tendre vers un prix d'équilibre. C'est pendant ce temps d'ajustement, entre le premier prix et le prix d'équilibre, que les producteurs vont faire du bénéfice. Ils vendront au meilleur prix. Mais si les prix restent élevés, la demande va se tarir très vite. Les acheteurs vont commencer à manquer et les stocks vont s'accumuler. Pour vendre, les producteurs se trouvent donc contraints de baisser leur prix. Et à partir de là, le prix va continuer à baisser pour aller chercher toujours plus de consommateurs. Il va baisser jusqu'à ce qu'il arrive au niveau du coût de production, niveau en dessous duquel, évidemment, le producteur va arrêter de produire puisqu'il ne va plus rien gagner. Pendant toute cette période, le profit pour l'entreprise va s'amenuiser au cours du temps. On voit que la liberté des prix joue un rôle essentiel dans le dynamisme économique. Empêcher ce mécanisme d'ajustement sur le marché freine l'adaptation de l'offre à la demande et ça nuit donc à l'innovation. Mais inversement, pour les biens de base qui n'ont pas a priori à évoluer, qui n'ont pas nécessairement besoin d'innovation, par exemple pour l'école, pour les réseaux de communication, pour l'hôpital, les aliments de première nécessité ou pour le seuil énergétique, les prix peuvent être fixés. Le marché est donc incontournable pour tous les biens et services qui ne concernent pas la satisfaction des besoins fondamentaux des individus. Par exemple, manger à sa faim, être en sécurité, avoir accès au savoir, à l'information, posséder un espace à soi avec un minimum de confort. Tout cela peut échapper au marché. La satisfaction des besoins fondamentaux sera bien mieux réalisée avec des prix réglementés, gérés par l'action publique. Les biens seront alors produits par des entreprises publiques, des associations ou des organismes à but non lucratif. Et le marché ne conservera que les biens annexes de consommation courante. Alors qu'est-ce qui fait que le mécanisme qui paraît a priori théoriquement très bien adapté, qu'est-ce qui fait qu'il déraille cycliquement en provoquant parfois des crises économiques assez graves? Eh bien, la première chose, c'est que si les prix sont réglementés alors qu'ils ne concernent pas des biens fondamentaux, c'était le cas par exemple en URSS, ou à l'inverse, s'ils sont libres pour des besoins qui sont fondamentaux, c'est le cas de la société purement libérale, comme aux États-Unis par exemple, alors les prix ne sont pas adaptés et des phénomènes de rareté ou de manque ou de surabondance se produisent. Il faut aussi tenir compte des prélèvements obligatoires
qui gonfle le prix de base. Si on prélève 45% par exemple, comme en France, sur la production, évidemment ça double le prix de vente d'un produit. À la sortie, si les impôts récoltés ne retournent pas à la communauté mais enrichissent des particuliers, eh bien les prix deviennent trop élevés pour la plupart des habitants. La pauvreté s'installe et l'économie entre dans une spirale dépréciative. C'est le cas de nombreux pays africains, par exemple, en crise perpétuelle. La deuxième chose, c'est l'effet de publicité. Elle augmente la demande artificiellement en rendant l'utilité de l'offre plus attrayante qu'elle ne l'est en réalité. Par exemple, en jouant sur le besoin de reconnaissance, en valorisant l'apparence. Cette publicité, elle maintient des productions inutiles ou surabondantes. Elle artificialise les besoins. Et ce n'est pas négligeable. Dans le monde, par exemple, c'est 700 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année pour la publicité. La troisième chose qui nuit au marché, c'est évidemment la spéculation qui est pratiquée par les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. Cette spéculation consiste à anticiper l'offre et la demande, mais au final, elle dénature le prix puisqu'il ne correspond plus au marché, mais à l'idée qu'on se fait du marché. D'où l'importance de sortir les biens indispensables ou communs des marchés boursiers. Le quatrième problème pour qu'un marché soit équilibré, c'est la présence de monopoles et d'oligopoles. Ils imposent des normes, ils achètent des brevets, ils cassent les prix, ils font ce qu'on appelle du dumping. Et ce dumping fausse le marché et empêche de nouveaux producteurs d'entrer sur le marché. Le cinquième problème, c'est le gaspillage qui représente 20% des produits alimentaires, donc 1 sur 5 quand même, qui n'est pas consommé. Alors à quoi est dû le gaspillage? Eh bien, prioritairement au manque d'informations. La demande n'est pas satisfaite parce que l'offre ne correspond pas. Ça peut être aussi la difficulté de la compétition qui pousse les producteurs à adopter des comportements moutonniers. Dès qu'un produit se vend, ils se lancent dans la fabrication et dès que la vente commence à baisser, tout le monde s'arrête. Ce gaspillage est dû aussi à l'avidité des Occidentaux. Donc les magasins sont pleins de produits pour fournir un choix. Mais ce choix, est-ce qu'il est vraiment nécessaire, utile ? C'est dû aussi évidemment à la technologie qui progresse sans arrêt et qui permet aujourd'hui de fabriquer très très vite et donc de raccourcir le temps entre la production initiale et la surproduction. Nous pourrions inclure dans le gaspillage les coûts parasites, la non-valeur ajoutée, qui fait qu'il y ait des dépenses qui ne servent à rien à l'intérieur de l'entreprise, par exemple la bureaucratie. Enfin, on pourrait citer aussi le souci écologique qui n'est pas un problème, mais qui oblige les producteurs à respecter les capacités de renouvellement de la nature. Le fait de consommer plus que ce dont on a réellement besoin fait que le déficit s'accroît. La seule façon de contrer ce phénomène, c'est de restreindre notre consommation jusqu'à atteindre un niveau acceptable de prélèvement. Et on sait maintenant que la crise écologique qui se profile va être une crise majeure pour l'humanité et pas seulement économique.